à JE. C'est ici que se joue la guerre à la COVID. On s'est rendu compte que c'est un virus qui se promène très rapidement, même si on prend les précautions. Un endroit où il faut surmonter sa peur pour sauver des vies. J'ai senti comme la mort et le danger. Je me suis dit, là, je rentre chez l'ennemi, on se calme. Un médecin nous fait vivre sa réalité. La première fois qu'on intube quelqu'un qui a ça, c'est sûr qu'on a le frisson. C'est sûr qu'on a peur. Ce soir à JE, Zone rouge. Comme vous le savez, le Québec vit une crise sanitaire sans précédent. Bientôt, la deuxième vague de la pandémie emportera avec elle plus de 10 000 personnes. Malgré une tendance à la baisse dans le nombre de cas, les hospitalisations, elles, ne fléchissent que très peu. Certains, sur les médias sociaux, entre autres, publient des images de salles d'urgence vides. Et c'est un propos qui sert très bien l'agenda conspirationniste qui, parfois, nie l'existence même de la pandémie. Mais la réalité se trouve ailleurs. Dans ce reportage exceptionnel, mon collègue Harold Gagné nous plonge au cœur de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Une réalité dure, crue et tragique, vue à travers les yeux de ceux qui soignent. Ça m'apparaissait impératif que, tant qu'à voir des images à la télé, plutôt que de voir des images d'apocalypse de l'Italie, qu'on voit la vraie chose, là, ce qui se passe pour vrai chez nous, avec relativement peu de censure, puis que les gens sachent qu'il y a des humains qui sont là pour les aider, puis les soigner, puis qui sont capables de faire leur job, même dans un contexte pandémique. Depuis mars dernier, plus de 200 patients atteints de la COVID ont été hospitalisés aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 13 médecins spécialistes et 200 soignants ont tout fait pour les sauver. Ce que vous allez voir est la réalité. Il n'y a pas de simulation. Un médecin nous accorde un accès privilégié aux soins critiques. Il est 5 heures du matin, 5h30 en fait. Je m'en viens mettre sur respirateur un patient avec des voies aériennes difficiles d'accès. Le docteur Patrick Bellemare vient d'être réveillé par un collègue des urgences. Dans l'existence d'un intensiviste, ce genre de situation-là, c'est plus stressant un petit peu. Là. La vie d'un homme atteint de la COVID qui est arrivé aux urgences dans une profonde détresse respiratoire il y a quelques minutes dépend de lui. Okay. Malgré son état critique, le patient est conscient. Le docteur Bellemare tente de le rassurer. J'ai dit qui j'étais. J'ai dit que j'étais là pour l'aider, que je ne le laisserais pas manquer d'air. Il s'agissait de quelqu'un qui avait été identifié comme un cas d'intubation difficile. Alors que normalement, quand on intube quelqu'un, on fait ça en position couchée. Chez lui, ça a été fait en position assise. Il a reçu des médicaments pour être narcosé, pour être un peu drogué, mais pas complètement endormi parce qu'on craignait de ne pas avoir un bon accès à ses voies aériennes. L'intervention d'une vingtaine de minutes est un succès. Il peut respirer davantage. Pour l'instant, ça va mieux, mais rien n'est gagné. Il le reverra quelques heures plus tard dans la zone chaude des soins intensifs. La première fois qu'on intube quelqu'un qui a ça, c'est sûr qu'on a le frisson, c'est sûr qu'on a peur. En même temps, on avait l'avantage de... Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on était capable de se protéger de façon assez efficace. Puis on s'est rendu compte aussi que les gens autour allaient nous aider à nous protéger. Pendant 3 semaines, le docteur Bellemare a utilisé sa caméra pour nous faire vivre de l'intérieur le travail des équipes médicales pour sauver les plus malades, en prenant toutes les précautions que le virus mortel impose. Je reste dans la même zone chaude.
Donc, pour des fins d'ergonomie, bien que les locaux ne soient pas mieux qu'ils l'étaient, on n'a pas de construction neuve encore accessible pour l'accès aux soins intensifs pour la clientèle COVID à Sacré-Cœur. Ça devrait venir bientôt. C'est donc un espace ouvert où il y a plusieurs patients qui sont porteurs de la COVID, qui ne sont pas nécessairement séparés par des cloisons ou des murs. L'espace au complet est en pression négative. Ça ne dérougit pas. Les 34 lits de soins intensifs, dont une vingtaine sont actuellement réservés aux patients atteints de la COVID, sont tous occupés. Un nouveau patient vient d'être admis. Il fait de l'embonpoint comme l'autre malade qu'il a intubé le matin aux urgences. Il est lui aussi atteint de la COVID et vient de passer une dizaine de jours aux soins intensifs dans un autre hôpital. Qui se détériorait sous respirateur, qui était déjà sous soins maximaux pour cet hôpital-là. Puis il nous a été transféré pour une expertise locale qui est celle de l'installation de l'appareil cœur-poumon. Cette machine remplace artificiellement les fonctions du cœur et des poumons, sans quoi le patient ne pourrait pas vivre. Les gens sont en train de se préparer à l'installer. J'ai filmé ça juste de l'extérieur, mais ça s'est fait complètement en zone chaude, là. C'est que vous avez les gens, le moyen de communication pour l'inhalothérapeute, vous voyez, ça donne l'impression qu'il est en train de texter comme un adolescent, mais il était sur FaceTime avec son collègue à l'extérieur à demander de l'appareillage. C'est bon. Point de vue de la circulation, de la circulation veineuse systémique. Dans ce cas particulier-là, le monsieur l'a été sous près de 6 semaines. Il a été sauvé? Oui. Oui. Il est encore avec nous. Je suis dans une des entrées de zone chaude. Il va ensuite à la rencontre de sa collègue interniste et intensiviste, Émilie Lévesque, spécialiste de la machine cœur-poumon, qui a dirigé la délicate intervention que vous venez de voir. Pendant la première vague, en fait, je me demandais si j'allais retourner au travail plus tôt que prévu parce que j'étais en congé de maternité. La réflexion que j'avais à ce moment-là, avec mon conjoint aussi, c'était de savoir si après quelques semaines de vie, j'allais arrêter d'allaiter. J'allais demander à mon conjoint d'arrêter de travailler pour s'occuper à temps plein de notre fille, puis moi, j'allais revenir travailler pour épauler mes collègues. C'est la discussion qu'on avait à ce moment-là, en me disant, je peux pas laisser mes collègues s'épuiser, je peux pas les laisser étirer leur élastique à eux autres aussi. S'ils se contaminent, s'ils contaminent leur famille. Puis le risque que moi j'avais à ce moment-là, potentiel, de ramener la COVID à ma petite fille, en sachant pas ce qui se passait pour les nouveau-nés avec la COVID à l'époque non plus. Elle n'a pas eu à revenir tout de suite. Ses collègues lui ont dit de prendre son temps. Elle a été frappée par la deuxième vague. Ce que je trouve terrible, c'est la fin de vie en COVID. Qu'une maman, qu'une mère, qu'une femme parte, décède, sans sa famille, sans qu'on puisse l'embrasser une dernière fois, lui prendre la main, la toucher, sentir sa peau. Moi, je trouve que ça, c'est terrible. Puis je pense que ça, c'est juste sans parler de toutes les autres séquelles, mais si je vous parle juste de la mort qu'on voit chez ces patients-là, il y a une souffrance énorme pour les familles qui ne peuvent pas venir, qui ne voient pas ce qui se passe. Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile. Ouais. La lourdeur du silence. Moi, j'ai ressenti comme la mort et le danger. Je me souviendrai de ça jusqu'à mon dernier souffle. Je suis dans une des unités de soins intensifs de Sacré-Cœur où, même si on voulait se distancier socialement, c'est un grand défi. Fait que je suis avec un groupe de professionnels qui travaillent ici puis qui font partie des missionnaires qu'on a revus au printemps. La première fois que je suis rentrée dans une unité chaude ici où j'avais 6 ou 7 patients intubés qui allaient vraiment pas bien, le sentiment que j'ai eu, puis je me souviendrai de ça jusqu'à mon dernier souffle, je me suis sentie comme l'astronaute qui fait sa première sortie dans l'espace. Ouais. La lourdeur du silence
Et puis, vraiment, moi, j'ai ressenti comme la mort et le danger. Je me suis dit, là, je rentre chez l'ennemi. L'ennemi me voit. Moi, je le vois pas. On se calme, on respire tranquillement, on essaye de ne pas paniquer. Nous, on a trouvé ça difficile la première vague parce qu'on a beaucoup de personnel qui a été infecté. Moi, je suis une des personnes qui a été infectée par la COVID. J'ai quand même été relativement malade. Si des personnes âgées attrapent ça, si des personnes avec une santé fragile attrapent ça, c'est sûr que ça a des impacts énormes sur leur vie, sur leur santé. Justine est française. Elle a vécu la première vague aux hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez baigné dans les ECMO, c'est ça? Oui, c'est ça. Les patients tournaient sur le ventre puisque c'était des cas graves de COVID. Il y en a eu beaucoup. Aviez-vous l'impression que vous étiez mieux protégé alors que vous travaillez en France ou ici, ou que c'est les mêmes qu'actuellement vous vous sentez en sécurité quand vous avez affaire de la zone chaude? Je suis super rassurée, c'est ce que disait Virginie. On sait comment faire et on sait comment se protéger. Donc ça, c'est rassurant parce qu'on a du matériel. Mais après, il y a toujours une petite appréhension. Les mesures de protection sont très importantes. C'est une procédure qui génère des aérosols. On s'en va donc dans la chambre d'un patient de 75 ans avec une suspicion de pneumonie virale à COVID. On a un premier test négatif, mais la radiographie est très suggestive. On s'équipe avant d'entrer de ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. On va essayer via le tube. Si le respirateur sonne et qu'on a de la difficulté à se ventiler, on le fera à côté du tube. D'accord? OK. Bonjour. Le docteur Bellemare est de garde encore une fois pour 7 jours consécutifs. La semaine de soins intensifs, c'est entre 85, les très petites semaines, et un peu plus d'une centaine d'heures. Tu rentres le piston, tu tiens ta seringue avec pouce index, tu vas te piquer relativement verticalement. Dès que tu vas avoir un flash en bas, L'hôpital du Sacré-Cœur est un centre hospitalier universitaire. Pandémie ou pas, le docteur Bellemare et ses collègues doivent continuer à faire de l'enseignement aux médecins résidents qui complètent leurs études. Le lobe supérieur avec la lingula. Comme la lingula, c'est le segment le plus proche du cœur, tu vois le cœur battre à travers les bronches. Hein? Il y a près de 20 % de l'effectif des soins intensifs qui a été affligé de la COVID. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous a insécurisé? Lorsqu'on a commencé à faire du dépistage systématique, c'est là où on a attrapé plusieurs cas asymptomatiques, puis on s'est rendu compte que c'est un virus qui se promène très rapidement, même si on prend les précautions. Donc... Certains des jeunes médecins résidents n'ont pas vécu la première vague à l'hôpital le printemps dernier. J'étais quand même assez stressée. J'avais comme vraiment pas hâte de commencer ma résidence en sachant que ça se peut que je sois exposée au COVID. Fait que je peux pas vous mentir puis vous dire que c'était pas une source de stress pour moi puis que j'avais pas nécessairement envie de commencer dans ces circonstances-là. Elle accompagne cette fois-ci le docteur Bellemare en zone tiède. Tiède parce qu'on est en attente des résultats pour savoir si ce septuagénaire a la COVID. Il a fait des ACV. La lutte contre la COVID est intense, mais les soins intensifs continuent aussi à recevoir de grands traumatisés, victimes d'accidents, de cancers ou d'accidents vasculaires cérébraux comme cet homme. On va se permettre de le tourner un peu comme ça. Puis là, les câbles, tu vas les enlever de là. Je vais demander, Christelle, de nous mettre de la gelée pas stérile sur la sonde vasculaire. L'enseignement porte sur l'installation d'un cathéter. Pour le dialyser, puis installer ensuite un cathéter qui s'appelle un cathéter de Swan-Ganz, qui est un dispositif qu'on installe par un accès périphérique, soit l'aine, soit le cou. Mais le cathéter passe par le cœur pour mesurer les pressions puis le débit du cœur. C'est un des outils dont on se sert pour guider une réanimation aux soins intensifs. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour qu'on... L'équipe vient de compléter une autre intervention, mais la journée est loin d'être terminée.
Moi, j'ai eu à soigner puis réanimer une de mes collègues et amies qui est devenue très, très, très malade de la COVID puis qui a attrapé la COVID au travail. Le chef des soins critiques doit se déplacer continuellement entre le 2e et le 5e étage de l'hôpital du Sacré-Cœur, où ont été installées les unités de soins intensifs. On a dû créer artificiellement une division entre les espaces chauds, où on a des patients dont on est certain qu'ils sont porteurs de la COVID. La zone tiède, c'est celle où il y a un doute sur la présence de cette infection-là ou une autre. Puis la zone froide, c'est le patient qui est exempt d'infection, ou en tout cas qu'on présume exempt d'infection. On essaie, dans la mesure du possible, de faire en sorte que le personnel ne traversera pas du chaud au tiède au froid. Cela étant dit, cet exercice-là, pour certains corps professionnels, c'est un exercice qui est impossible. Moi, je suis médecin, je suis un médecin de soins intensifs qui alterne la garde avec mes collègues avec un horaire de travail. On ne peut pas imaginer un modèle qui hermétise complètement le chaud du tiède du froid. Puis je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans une situation où j'avais à gérer quelqu'un qui était sous chimiothérapie, malade et froid, mais gérer également quelqu'un qui avait la COVID, qui était très malade, qu'il fallait que je soigne également. Ça fait que il faut faire un usage habile puis respecter les protocoles de façon scrupuleuse. Puis en faisant ça, on ne fabrique pas d'accidents. Il doit pratiquer une trachéotomie pour aider un autre patient atteint de la COVID à respirer. Bon, regarde, je vais essayer de tourner le tube un peu. Les trachéos, on fait ça... en fait, c'est apparu pendant la pandémie de polio. C'est une ouverture qu'on pratique pour avoir un accès direct à la trachée, pour être en mesure de supporter la respiration. Aux soins intensifs, dans ce cas-là, il s'agissait d'un patient qui était ventilé pour une longue période de temps. Il doit maintenant se rendre au chevet de l'homme qu'il a intubé le matin aux urgences et qui était en détresse respiratoire. On s'attendait un petit peu à ce que monsieur ne s'entende pas parfaitement bien avec son respirateur. Là. Oui. Ça ajoute un petit bout de stress, ce phénotype-là pour une intubation. Une respiration mécanique. Oui, bien, ça a été en bon, on l'a intubé sur fibre assis, puis ça a été correct, mais... Madame Catherine, je peux vous passer ce bout-là? Puis, on déploie comme des draps. Voilà, super. Là, on était à l'étape de l'installation d'un cathéter central. Ça, c'est un cathéter qui s'approche du cœur pour être en mesure de donner des médicaments qui maintiennent la pression artérielle. Dans ce cas-ci, j'ai choisi un cathéter qu'on appelle un PICC line, qu'on utilise parfois pour de la chimiothérapie. Malgré tous les efforts, ce patient qu'il aurait tant aimé sauver est mort de la COVID quelques jours plus tard. Environ 20 des personnes qui reçoivent de l'assistance respiratoire aux soins intensifs décèdent. C'est pour tous ceux qui croient que la COVID touche seulement les personnes âgées, là, il s'agissait de quelqu'un dans la trentaine dans ce cas-ci. Il avait un état de santé précaire comme plusieurs hommes qui sont emportés par le virus. Obésité, hypertension artérielle, diabète, mauvais cholestérol. L'essentiel de la clientèle plus malade était comme ça, mais on a vu de tout. J'ai vu un jeune dans la basse vingtaine frôler la mort de la COVID, puis on est venu à plusieurs reprises très près de le mettre sur l'appareil cœur-poumon. Il est sorti encore très faible, très débilité par l'infection. Vous l'avez pas eu, la COVID? Non, non. Avez-vous peur de l'avoir? Plus vraiment maintenant. Je vous dirais, sur une note personnelle, la clientèle la plus malade que j'ai soignée me ressemblait phénotypiquement, puis avait les mêmes enjeux de santé de base que moi. Mais je ne l'ai pas vraiment réalisé pendant la phase aiguë de la première vague, un moment qui a été particulièrement difficile. J'ai eu à soigner puis réanimer une de mes collègues et amies qui est devenue très, très, très malade de la COVID, puis qui a attrapé la COVID au travail. C'est une collègue chirurgienne qui, heureusement, va bien.
très heureusement. Puis en fait, tout son épisode de soins a marqué beaucoup l'équipe. Mais moi, j'étais aux premières loges. Puis c'est quelque chose que je vais garder ça en tête pour longtemps. Demain encore, cela ne l'empêchera pas de retourner au front. Il y a près de 2 semaines, tous les grands médias du Québec ont publié une lettre ouverte pour plus de transparence et un meilleur accès aux hôpitaux. On y affirmait que la santé publique ferme les portes des établissements de santé aux médias, une restriction comme on en voit très peu ailleurs dans le monde. Rappel, c'est en ayant accès aux hôpitaux et en vous présentant des images comme celle-ci que nous servons l'intérêt public. Si vous détenez des informations qui méritent notre attention, contactez-nous par courriel, par téléphone ou via Facebook. Si vous avez peur de parler, nous allons protéger votre identité. Toutes nos émissions sont disponibles sur le site tvanouvelles.ca ou encore en rattrapage. Merci d'avoir regardé JE. Ici Félix Séguin. À la semaine prochaine.